Bonjour, bienvenue sur A Safe Space. Un podcast dans lequel on parle de nos expériences de cette dernière année un peu particulière. Merci de ton écoute et merci au canton de Vaud de nous sponsoriser. Bon, on va commencer alors. Donc, bonjour et bienvenue sur A Safe Space. Donc, on est Alexia et Agathe et on est vraiment très contents de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et Agathe va vous expliquer un petit peu comment se déroule le podcast. Du coup, l'idée, c'est qu'on partage un peu nos expériences sur cette dernière année. Donc, il y a des petites questions dans ce petit bol. Et on va d'abord commencer par faire un petit tour de table où on peut parler librement. Enfin, de toute façon, vous pouvez parler librement, mais on peut juste raconter un peu comment s'est passé cette année. Et l'idée, c'est de partager des expériences un peu personnelles, de parler plus en jeu et moins faire enfin, on peut débattre de la société, mais le but, c'est quand même de faire un truc où chacun partage ses expériences. Et bien sûr, dans la bienveillance et le non-jugement. C'est une safe space. Et tout le nom, exactement. Et du coup, en termes de déroulement, on va commencer par un petit tour de table. Ensuite, on aura le bol à questions. Et après, on aura peut-être quelques questions à la fin aussi pour conclure. Je sais pas si je commence à reconnaître. Je regarde un prénom. Vas-y, t'es à côté. Prénom, ce que tu fais, et puis un peu comment s'est passée ta dernière année. Ok. Alors du coup, je m'appelle Aurélie. Je suis en train de faire un bachelor en droit, donc Université de Lausanne. La dernière année, énormément de changements en fait. C'est un peu cette impression que c'est montagnes russes, mais sur plein de plans, et c'est super intéressant. En même temps, c'est super intense. Il y a eu des tas de changements. J'ai fait des déménagements, des changements assez radicaux dans des manières de réfléchir. Je pense que comme beaucoup de personnes, au début du Covid, c'était un peu rude. J'ai aussi habité toute seule pendant, du coup, vraiment toute seule dans mon appart pendant 2-3 mois parce que mon coloc était pas là. Je pense qu'avant, le début de l'uni était pas non plus la meilleure période pour moi, beaucoup de pression. Puis du coup, ce début de Covid était quand même était vraiment rude. Puis après, on a eu un été qui était un peu spécial vu qu'on a passé notre été à réviser, ce qui fait que ça continue un peu dans cette sensation de cette uni qui s'étend. Puis après, en arrivant à la fin de mes examens, je me suis vraiment dit, là, il y a des choses qui vont devoir changer par rapport à ma manière d'appréhender le boulot en général, et d'appréhender en fait le stress que ça me procurait, les sensations de culpabilité ou des autres trucs comme ça liés à l'université. Puis j'ai commencé à mettre un peu d'autres choses en place en fait pour que ce soit plus léger, et puis juste en fait prendre du plaisir. Et c'est quelque chose, la notion de plaisir qu'on n'a peut-être pas forcément, dont on parle pas tant que ça au final, de ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend vraiment heureux. On parle beaucoup d'obligations, de devoirs, etc. Et d'essayer un peu de me réapproprier cette notion. Donc là, c'était un peu la thématique qui était en place, je pense, ces 6 derniers mois, avec toujours des loopings, des moments où, je pense comme tout le monde, tu te dis putain, là je suis en train de faire des énormes progrès, puis 2 semaines après t'es là, ouais, dis donc, on retombe dans les mêmes travers. Mais surtout ça, donc là je dirais en chantier. Et puis pour J'aime bien l'expression. Ouais. Merci. Du coup, moi c'est Cynthia, j'ai 20 ans. Je suis désolée parce que je réfléchis un petit peu, je me rappelle plus ce que je dois dire. Du coup, je suis à l'EPFL en chimie. Et si je devais un peu parler de ce qui s'est passé cette dernière année, c'est beaucoup de remises en question. Je pense aussi justement dû au Covid, le confinement et tout ça, plus de temps pour se centrer sur soi, puis écouter justement des podcasts comme Les couilles sur la table par exemple. Et du coup, beaucoup de manières de penser qui ont commencé à changer parce que on avait aussi du coup plus de temps pour écouter, comme je disais, des podcasts, lire des livres et tout ça. Du coup, je trouve que c'était un bon moment pour un peu prendre le temps de changer un petit peu, de voir ce qui allait pas dans nos vies. Et du coup, c'était un bon aspect, mais après, c'est vrai que niveau socialisation, c'était dur. Et puis, je sais pas, toujours un petit peu l'appréhension sociale maintenant, même quand on sort. Et voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai aussi du mal. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Océane. Je suis en 2e année de psychologie à Genève, à l'université. Et moi, je sais pas trop ce qui s'est passé cette dernière année. Au départ, je le vivais plutôt mal parce que, en fait, j'étais censée partir en vacances. Je me réjouissais beaucoup. Il y a eu le début du Covid et j'étais là,
mais que en Chine. Et j'étais là, je pense qu'il y a un truc derrière. Et tout le monde me disait, mais non, c'est bon, pars en vacances. Quand je suis revenue, on était là, bon, on ferme tout en fait. Et j'étais là, bon, bah, j'ai plus grand chose à faire. Donc je suis restée chez moi. Et là, je crois que c'était un peu déprimant pour moi. Et ensuite, j'ai déménagé. Et depuis, ça va très bien. Je sais pas, j'ai pu mettre en place plein de choses, plein de nouvelles habitudes. Et du coup, ça va un peu mieux, mais il y a beaucoup plus de réflexion. Je pense que j'ai plus le temps de réfléchir. Et c'est pas que positif, mais je pense que je suis en train d'aller dans une direction dans ma vie qui me va mieux qu'avant. Ah, bah c'est Donc marrant. en soi, c'est positif. Voilà. C'est marrant, entre vous trois, c'est la même chose qui revient. C'est Le chantier. le chantier, voilà. On a bien compris. Donc, c'est... Ouais. Du coup, moi, je m'appelle Yael. Je suis aussi... Enfin, j'ai un bachelor en médecine à l'Université de Lausanne. Et je crois que du coup, je vais un peu détonner avec les trois témoignages d'avant, où pour moi, en tout cas, le début du Covid, du coup, genre, vraiment l'année passée, donc à la même période l'année passée, j'avais la tête dans le guidon, mais comme j'ai jamais eu. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien d'autre que l'université. Mais vraiment, du coup, vraiment, sincèrement, rien d'autre que... Mais même mes parents, je mangeais avec eux en 30 minutes par jour parce qu'il fallait que je retourne travailler et il n'y avait que ça. Et j'étais pas très concentrée, donc j'allongeais les journées. Les journées passaient de 8h à 22h et il n'y avait plus que ça. Et c'était... J'ai jamais eu cette sensation d'avoir autant un seul truc dans ma vie. Ça me passionnait à ce moment-là, donc c'était supportable, mais c'était pas supportable longtemps. Et l'été, j'ai recommencé à vivre un peu et à avoir d'autres choses que juste l'uni. Et du coup, j'ai commencé cette deuxième année en voyant que justement des gens avaient pris cette période en se disant bah chouette, j'ai les trajets en moins, j'ai la socialisation en moins, donc je prends du temps pour réfléchir et pour faire des choses. Et moi, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai juste gardé la tête dans le guidon et allongé mes heures de travail. Et c'est plus la réflexion des autres et la prise de... Les autres qui ont pris du temps pour eux qui m'ont stimulée à faire pareil. Et du coup, je l'ai plus fait maintenant, ces derniers mois, et tout ça, c'est quelque chose qui est en train de venir. Donc moi, je suis plus dans le début de certaines réflexions, dans le début de choses comme ça, avec du coup beaucoup de motivation, et puis je prends du temps du coup maintenant pour faire plein d'autres choses, mais peut-être un peu trop d'autres choses que mes cours, mais c'est pas grave. Et j'ai vraiment cette impression de recommencer à vivre et recommencer à faire des choses. Ce que par contre, j'ai pas du tout réussi à faire pendant la période où on était vraiment confinés. Là, j'avais l'impression d'être un livre ambulant et c'était vraiment pas facile. Mais voilà, ça va aussi vers du mieux et j'ai vraiment hâte de voir comment ces réflexions vont mûrir et tout ça. Voilà. T'as quand même réussi à passer ton année de médecine, donc je pense que c'est déjà pas mal comme... Mais à quel prix en fait, des fois, je me dis... J'ai vraiment eu l'impression, je discutais en hiver avec une amie d'être dépersonnalisée. Je savais plus quoi dire sur moi. Ça, c'était vraiment dur, quoi. Justement, la remarque de à quel prix, je trouve que c'est super intéressant, parce qu'il y a vraiment cette question où tu vois les étudiants qui avancent dans leur bachelor, dans leurs études universitaires, et tu as l'impression ils se vident en fait de plein de choses, ils se vident de leur intérêt, ils se vident de toute leur passion pour rentrer dans un petit moule donc, qui est super austère, qui est vraiment aseptique au final, et c'est tellement dommage. Et en plus, ils se vident et il y a énormément d'anxiété qui est créée, il y a de la peur, puis on finit, on est juste des espèces de petits robots qui vont très bien à certaines petites tâches, on est des petits rouages, pourtant on est tellement mal, on se sent à l'intérieur mal. Ouais, puis après ça c'est très, très personnel, mais pour des études de médecine, j'ai pas envie d'être un médecin vide et dépersonnalisé et anxieux et qui dit à ses patients pourquoi tu travailles 20 heures par semaine? C'est tellement normal, moi je faisais 50 heures. Non mais c'est horrible, ça a aucun sens, on est censé être... c'est du tout censé être comme ça, donc ouais, c'était... Puis j'imagine qu'avec la situation d'être confiné et tout, ça fait ça encore plus fort, parce que du coup, t'es dans ta chambre toute la journée, donc t'as pas de raison d'aller marcher jusqu'à l'université où là, tu prends un peu l'air, tu vois. Genre, c'est vraiment, tu te lèves, t'es dedans, quoi. Et puis t'as pas d'excuse pour arrêter de travailler, parce qu'il y a des fois, tu voudrais... Enfin, des fois, t'as envie de continuer à travailler, enfin, t'as envie. Tu te dis que tu devrais, mais dans la vie, la vraie... t'as des trucs à faire, tu vas te dire mais j'avais dit que je devais être à telle heure là-bas, donc tu dois t'arrêter, tu vois. Donc ça te met des limites que tu veuilles ou pas, des trucs comme ça. Et c'est vrai que pendant le confinement, même cette période en général, pas que le vrai confinement qu'on a eu au début, mais même ces derniers mois, même encore maintenant, tu vois, le fait qu'on a les cours en ligne et que là ça commence à rouvrir, on a des trucs, on a ce podcast, on fait des trucs un peu, mais on voit des gens, mais il y a une période où on est, en effet, comme tu disais, j'allongeais juste mes heures de travail et j'étais hyper inefficace. Et c'était ah ouais, je bossais pas mieux, hein. C'est juste ça. que je bossais plus longtemps et zéro satisfaction et
Moi, j'ai fait la même chose que toi, mais genre, je pense que c'était aussi pour cacher mon stress. Genre, j'étais un peu stressée de la situation, j'avais un peu peur parce que j'étais toute seule aussi dans un appart et tout, et j'avais rien d'autre à faire. Et sinon, je regardais mon mur et je me disais, oula, je suis toute seule, coincée, enfin bon. Et du coup, je bossais comme ça m'occupait l'esprit, et genre, j'ai jamais aussi bien bossé. Enfin, genre, je faisais des heures et des heures. Après, je sais pas, je m'en souviens pas, parce que maintenant, on refait de l'épidémiologie que j'en avais fait là-bas. Et je me souviens de rien, donc je passais mes journées dessus. Et puis en fait, je pense que j'avais l'esprit ailleurs, mais c'était genre juste un mécanisme pour. Un mécanisme un peu de défense. Ouais. C'est possible alors. C'est vrai qu'avant, on avait un peu cette possibilité, des fois, s'il y a trop de stress ou trop d'anxiété, un peu de s'évader dans des relations sociales, de sortir, d'aller boire un verre, et puis il y a un peu tellement de bruit humain autour que tu oublies un peu ce qui se passe à l'intérieur. Et puis c'est vrai que là, pendant la pandémie, je trouve que tu es vraiment de nouveau face à ce qui te travaille, des fois, avant d'aller dormir, ou le matin quand tu te réveilles, avant qu'il y ait vraiment le bruit externe. Et des fois, quand t'arrives juste pas, ou que t'as pas envie, t'as pas la force de les écouter, tu te dis je vais mettre une couche de travail, je vais mettre une couche d'autre chose, puis en fait je vais continuer à pas entendre, je vais continuer à pas écouter, et c'est vrai que c'est plus rassurant, mais après à un moment donné ça ressort juste de la boîte et ça fait coucou, c'est le petit monstre qui sort de la boîte quand tu le veux pas en fait. Ouais. Mais ouais, c'est ce que tu dis, après tu te retrouves vachement plus face à toi-même quoi aussi, donc En mal comme enfin c'est positif et négatif. Après moi je suis d'accord avec vous, genre, j'ai l'impression d'avoir beaucoup grandi cette année, d'avoir beaucoup appris. Mais après, c'est toujours... Il y a toujours un côté un peu douloureux au fait de grandir. Enfin, tu vois, c'est pas un processus genre, ouais, trop bien, j'apprends des nouvelles choses. Il y a des trucs où tu remets en question et c'est un peu compliqué, quoi. Mais, c'est un chantier. Après, quand tu vois le chemin que tu as fait, tu peux aussi être fier d'être sur la bonne voie, en tout cas, quoi. Puis ça a développé une réflexion, enfin, comme tu disais. Après, tu as commencé à voir vraiment ce que tu voulais améliorer et ce genre de choses, c'est ce que tu disais un petit peu. Donc, je sais pas s'il n'y avait pas eu cet arrêt aussi d'être en confiné, si tu aurais eu la même réflexion, tu vois, je sais pas. En tout cas, de mon côté, ça allait depuis le début de l'uni. Il y avait aussi ce côté où je travaillais beaucoup trop. Il y avait énormément de culpabilité avec le fait de... Dès que je travaillais pas, je me disais c'est mauvais. Puis donc, je pense que c'était vraiment une espèce de spirale qui montait. Enfin, c'était vraiment... Là, il y a un moment donné où ça allait péter de toute façon. Et puis avec le Covid, ça a juste pété un peu plus tôt. Mais de mon côté, des vacances d'été aussi, il y aurait eu cette conclusion de cette première année en se disant... un an à l'uni qui est fait et cette possibilité de relâcher, et puis là on n'a pas eu quoi, enfin, c'était juste repartir dans un marathon. Et du coup moi aussi j'ai essayé de changer des choses et tout ça, mais c'était changer des choses j'essayais de remettre des mécanismes dans une voiture qui est en train de rouler à 1000 à l'heure. C'était vraiment difficile t'as pas eu le temps de t'arrêter en fait, et en même temps le monde va à 2 à l'heure, donc c'est super particulier. Ouais, c'est vrai, pas à contre-courant quoi, genre. Enfin, les gens sont là, on n'a tellement rien fait pendant le Covid et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que depuis cette année, je m'arrête jamais de travailler. Donc c'est trop particulier, je trouve. Il y a vraiment deux vitesses un peu. J'ai l'impression que maintenant aussi, on en parlait avec Yael une fois, qu'à cause du Covid, on est beaucoup moins spontané. On peut tellement moins, par exemple, partir en vacances ou, je sais pas, se dire, j'ai envie d'aller, je sais pas, à Zurich. Faire ce que je veux, par exemple, le temps d'une journée, voilà. T'es là, mince, est-ce que c'est ouvert, comment est-ce que c'est, genre, niveau réglementation et tout ça, c'est... Du coup, j'ai l'impression que, surtout à notre âge, c'est un petit peu la période de la découverte, et puis devenir spontané et tout ça, et puis en fait, ça nous bloque et on peut pas faire ça, je trouve ça assez frustrant. Ouais, non, totalement. C'est genre t'es obligé de penser un peu tout le temps ce que tu vas faire, et puis dès que ça arrive un truc un peu spontané, t'as l'impression de faire un truc de fou. Quoi. Moi, ça nous manque un peu cette spontanéité. Puis du coup, moi, j'ai du mal à être spontanée maintenant. J'ai l'impression d'être une mamie. Enfin, j'étais déjà un peu une mamie, mais là, c'est pire. C'est genre, mais j'avais pas prévu de faire ça. Ce soir, j'ai prévu de faire du crochet. J'ai des plans. Et après, quelqu'un t'invite pour aller boire un verre. C'est pas une blague. Je me suis vraiment mis au crochet. Non, mais elle est super douée en plus. C'est faux, mais ça m'amuse. Oh ouais. Mais ouais. Mais je sais pas si vous avez eu ce truc aussi des fois avec des amis de dire, moi j'ai souvent eu ces discussions, mais peut-être avec vous aussi, mais il y a ça qui va pas dans ma vie, mais il y a ça, puis j'arrive pas à faire ça, puis quelqu'un te fait, mais tu crois pas qu'il y a le confinement ou qui joue un rôle là-dedans? Et en fait de savoir à quel point des trucs que tu faisais avant que t'arrives plus à faire. Bon, j'adore la grimpe et ma salle de grimpe est assez loin, et avant j'allais tout le temps grimper et ça me posait aucun problème, c'était 1 heure de trajet, mais jamais je voyais le problème que c'était loin. Quand j'ai dû y retourner la première fois, j'étais là, mais elle est à l'autre bout de Lausanne, c'est quoi ce truc? C'est impossible de faire ce trajet. Et du coup, de trouver ces trucs hyper difficiles, et les gens me disaient, mais c'est juste une question d'habitude, c'est juste ça qui te bloque et tout ça. Mais ouais, d'arriver à reconnaître un peu le poids de cet énorme changement
dans ce qu'on a de la peine à faire. Ou... C'est intéressant, je trouve. Aussi dans ta manière de fonctionner, mais je dis ça, mais c'est vraiment pour beaucoup de personnes, puis je m'englobe dedans, j'ai l'impression que on voit vraiment à court terme en fait, comme c'est impossible de se projeter et puis impossible de se dire mais en fait je vais aller faire ça, et puis en fait il y aura de la liberté pour aussi prévoir sur le moment et prévoir à l'avance. On prévoit tout sur le court terme et au final ça nous met dans quelque chose d'un peu un espèce de marasme, quelque chose d'un peu mou où on dit ouais bon bah de toute façon en fait j'ai pas trop l'opportunité de partir à cet endroit, et puis on reste dans ce qu'on a l'habitude, on reste dans un petit cercle, le cercle de où on habite, et puis justement aller faire de la grimpe avec 1 heure de trajet, on se dit ouais mais bon c'est quand même quelque chose, et puis ça nous empêche de nous projeter, puis d'avoir aussi des projets qui sont un peu plus grands, puis qui nous alimentent. C'est clair que ça change vraiment notre rythme de vie, parce que pendant le confinement c'était vraiment je me réveille, je fais peut-être du sport, je reste chez moi, je bosse. Là, les restos ils commencent à rouvrir, les salles de grimpe et tout est là. Oh mon Dieu, je peux aller à une distance plus que genre la distance cuisine-chambre, tu vois. Et du coup, ça change beaucoup, énormément. Puis d'autres personnes qui commencent à devenir actives, ça fait un petit peu paniquer. T'es là, oh mon Dieu, elle m'a proposé d'aller grimper. Est-ce que j'accepte? C'est loin, 30 minutes. Oui, c'est drôle à quel point on s'est mis vraiment rapidement dans une routine un peu, d'être à la maison, de faire nos trucs à la maison et tout ça, c'est quand même drôle. Et vous disiez aussi que socialement c'était difficile de revenir, parce que ce côté routine aussi, on a pris avec nous-mêmes, puis du coup c'est vrai que, je sais pas, est-ce que vous avez ressenti le truc de maintenant ça rouvre et... Non. Les interactions sociales, je sais pas, je trouve que ça a vraiment changé. Déjà, première chose dont on parle, j'ai l'impression, c'est alors Covid, ça se passe et tout, confinement, cours en ligne et tout. C'est vraiment, tout est centré là-dessus, puis ensuite tu parles... t'as toujours un sujet de conversation avec quelqu'un. Du coup, ça c'est bien, mais c'est redondant, quoi. C'est dommage, mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, du coup, c'est... aussi, ça... On a un peu oublié comment interagir, j'ai l'impression, avec les distanciations, le masque, je sais pas, il y a vraiment beaucoup de barrières, quoi. Il y a quelque chose, des gestes un peu tout bêtes, tu croises quelqu'un que t'as pas revu depuis 5-6 mois, t'es avec une autre personne, tu sais plus trop comment la présenter. Ça c'est... Ah oui, attends, il faut que je présente la personne en face, et tu sais plus comment faire ces petites choses de base. Mais et même genre tu sais pas si tu fais la bise, c'est là on fait la bise, on fait pas la bise. C'est des trucs tout bêtes, mais je sais pas, je trouve que ça change beaucoup. J'ai commencé aussi, du coup, la première année de médecine, on est énormément, puis en deuxième, on se retrouve peu, et du coup, c'est comme une première année d'uni, en fait, tu connais personne, tu débarques, on est sur le campus du CHUV, donc c'est un nouveau campus, donc ça fait vraiment comme une première année, et on a dû faire connaissance avec les gens et tout ça, et je voyais, c'était horrible, j'avais plus la patience, vu que je sais que j'avais mes très très bons amis, que je me suffisais à moi-même, je suis entourée de personnes magnifiques, et du coup, j'étais là, mais pourquoi je m'embête à me plier en 4 pour des gens que je connais pas? J'avais plus l'habitude de faire ça, j'avais plus ce réflexe, alors qu'avant c'était totalement normal pour moi et tout ça. Et là j'avais ce truc où je me disais, au pire je mange toute seule, puis c'est pas grave. J'avais de la peine à faire des efforts alors que c'est juste vivre en société, quoi. Mais j'avais cette peine, j'en ai vraiment discuté avec une amie, elle était là, moi je peux plus, hein. Si quelqu'un m'embête dans la journée, je vais rentrer chez moi, quoi. On a de la peine à se replier un peu. À la limite, peut-être que c'est un côté positif là-dedans aussi, il faut trouver un équilibre, mais je pense qu'on veut toujours aussi faire plaisir et tu vois, être chou, être gentil, être toujours bien, et des fois on a le droit de pas avoir envie de parler aux gens, je sais pas. Du coup, moi je crois que j'ai appris ça au début, c'était peut-être pas extrême, mais je le faisais pas ressentir en soi, mais je le ressentais très très fort dans moi, que j'avais l'impression de me plier en 1000 pour les autres, alors que sûrement que je faisais juste le minimum, et c'est quelque chose qui me dérangeait pas avant. Puis j'ai eu cette réflexion, puis maintenant j'ai l'impression que justement j'ai appris à me dire, peut-être plie-toi moins, c'est pas grave, mais vraiment au début j'avais cette sensation, j'étais là, mais c'est tellement dur de s'adapter au programme des autres. Mais moi justement cette période, ça m'a fait l'effet inverse. Parce qu'en sortant du gymnase, j'ai commencé l'université à Genève et je connaissais personne là-bas. Et je pouvais faire les cours chez moi ou aller à Genève. Et j'avais une amie, mais sinon j'avais personne. Et du coup, j'étais déjà très isolée. Surtout que je voulais beaucoup bosser pour bien réussir. Donc je voyais personne volontairement. Quand il y a eu le confinement, ça m'a posé aucun souci. Ça m'a même arrangé parce que tous mes cours étaient en ligne. Et du coup, je trouvais ça cool de rester chez moi. Et j'habite à la campagne, donc j'ai pu faire beaucoup de balades dehors. Et j'ai 2-3 bons amis dans mon village, donc ça m'allait ultra bien comme période. Et après, quand ça a commencé à réouvrir, j'ai commencé à ce moment-là dans ma vie de vraiment me dire qu'en fait, j'aime bien voir des gens. Parce qu'avant, je faisais beaucoup d'activités, je faisais beaucoup de danse et tout ça, mais je sortais jamais. Quand j'étais au gymnase en première année, par exemple, le vendredi soir, je travaillais et j'aimais bien. Et donc maintenant, je réalise que j'aime bien voir des gens.
Donc c'est plutôt positif parce que j'ai pas souffert du manque de social. Et là, je réalise que j'aime bien faire des trucs avec d'autres personnes. Ah mais moi j'adore voir les gens, mais c'est quand j'ai rencontré des nouvelles personnes, de me dire cet effort que tu dois faire un petit peu, que je l'avais jamais ressenti avant comme un effort, là je le vivais comme un effort monstrueux. Mais par exemple, vous revoir, c'était pas, je le ressentais pas comme un effort, mais des nouvelles personnes, ça me paraissait impossible de m'adapter aux gens. Mais moi, je le faisais juste pas, j'avais pas envie de le faire. Du coup, je le faisais déjà pas de base. Mais en même temps, j'habite loin de la ville. Et donc, pour sortir, c'est un effort de base. Donc, je le faisais pas. Et là, je commence à le faire et je me rends compte... Enfin, du coup, je fais l'apprentissage inverse de beaucoup de gens, tu vois. C'est vrai qu'il faut beaucoup plus. Enfin, beaucoup apprennent à être plus seuls et à l'accepter. Moi, j'apprends à avoir des gens et trouver ça cool. Et parce qu'au départ, ça me fatiguait beaucoup. Et là, je le vis de mieux en mieux. Mais des fois, je voyais quelqu'un et le lendemain, je disais, mais je suis tellement fatiguée d'avoir fait tout ça pour voir. C'est pas forcément vous, tout le monde en général. Mais ouais. Mais c'est vrai que c'est fatigant parfois de voir des gens. Oui. Surtout, moi, je pense que j'ai du mal, là, avec le moment où tout rouvre et je dois voir plein de gens, parce que du coup, tout le monde veut aller boire un verre, ou tu vois. Et moi, j'ai toujours déménagé beaucoup, et du coup, là, c'est la première fois de ma vie où je suis dans un endroit où il y a ma famille, il y a mes potes d'enfance, mais il y a aussi mes nouveaux potes de l'uni, enfin, genre, il y a plein de groupes, il y a plein de personnes, et je suis trop demandée, tu vois. Non, mais ça m'est jamais arrivé, parce que j'ai toujours déménagé, donc j'avais toujours qu'un tout petit groupe sur place, et j'avais pas de famille, j'avais ma famille, mais proche, mais voilà, j'avais pas beaucoup de gens à voir. Là, j'ai ma sœur et tout, et au final, je m'en sors pas. J'ai l'impression que pour satisfaire tout le monde aussi, je me force à sortir tout le temps et voir tout le temps des gens, et j'en ai marre. Enfin, des fois, je suis vraiment fatiguée, genre j'ai eu 0 soir à moi dans la semaine, et je suis genre crevée, genre j'ai besoin de me reposer. Et en plus, c'est stressant, on a quand même besoin d'étudier un petit peu, tu vois, de temps en temps. Enfin, tu vois, c'est difficile de trouver un équilibre, je trouve. J'ai beaucoup de peine à dire non quand on me propose des choses. Et du coup, après, tu dois faire des concessions sur des trucs que tu voulais pas forcément abandonner, genre faire du sport ou dormir un peu plus. Tu te dis, tant pis, je me réveille plus tôt pour travailler. Oui, soit tu dors, soit tu vois des gens. Et du coup, après, tu perds des trucs, donc ton angoisse ou ton stress augmente, et tu continues à avoir des gens parce qu'on te propose et t'es là, c'est mieux qu'avant, du coup, c'est quand même cool. C'est compliqué de trouver l'équilibre. Moi, ces derniers temps, maintenant, limite, étudier à la bibliothèque quelques heures, je me dis, ça, c'est le temps que tu prends pour toi. Tellement j'arrive plus à prendre du temps pour moi. Être chez moi sans voir personne, c'est pas du temps pour moi, c'est une perte de temps dans ma tête. Et le temps pour moi, c'est être à la banane. C'est hyper bizarre comme... J'arrive pas du tout. Ouais, c'est drôle. Mais moi, j'ai dû vraiment me forcer à me dire non, je sors, je vais voir des gens, je deviens sociable. Avant, j'étais quand même vraiment sociable parce que comme Agathe, j'ai beaucoup voyagé, donc à chaque fois, t'es obligée de recommencer ton sac d'amis. Donc t'es un peu genre, j'y vais, je me lance, et puis quand tu te prends un stop avec le Covid, du coup, je me suis retrouvée toute seule et puis je me suis dit, oh tiens, salut Alexia, c'est cool. Mais là, en ce moment, maintenant, du coup, je me dis, il faut que j'y retourne et tout, parce que sinon, je vais jamais rencontrer des gens, des choses comme ça. Et genre, je trouve ça tellement fatigant, comme tu dis, genre... Oui, c'est fatigant. Donner l'effort, essayer d'avoir des conversations et tout ça. Moi, je suis genre dans ma bulle, je suis là, bon. Et surtout, quand tu dis oui à quelque chose, ça chamboule souvent plein d'autres trucs que tu avais prévus un peu, et donc tu dois tout réorganiser. Moi, je fais beaucoup de programmes parce que ça me rassure, mais c'est tellement fatigant de devoir changer le programme par rapport à ce qui se passe. Et justement, je trouve ça super intéressant parce que des fois, j'ai aussi ce truc où j'ai un peu l'impression qu'il y a tous ces programmes, il y a tous ces blocs qui viennent s'empiler de « Ah, j'ai prévu telle et telle heure, ça et ça ». Puis en fait, je me rends compte, des fois, en voyant d'autres personnes qui m'envoient juste un message littéralement une demi-heure avant « Hey, ça tombe, tu es à Lausanne, tu veux boire un café ?» Et moi, dans ma tête, des fois, ça me fait un peu exploser parce que je suis là « Mais attends, mais comment dans leur système de pensée, il y a la possibilité de se dire « Je peux proposer à quelqu'un d'aller boire un café une demi-heure avant ?» Et en fait, des fois, à force d'essayer, tu te dis « Mais merde, en fait, c'est tellement plus agréable. » Des fois, de juste laisser un peu, de dire justement, de retomber sur cette notion d'inattendu, de juste... Mais moi aussi, j'ai trop de la peine, puis je me rends compte là quand même que je suis passablement dans le contrôle sur ce genre de choses. Mais de dire, mais en fait, est-ce que ça pourrait pas être un peu plus léger, puis un peu plus simple. Puis à partir aussi même dans les interactions sociales, de mon côté, j'ai tendance à beaucoup interagir par mimétisme. Si je vois que l'autre personne est intéressée par ce genre de thème, je vais m'adapter à ce qui l'intéresse. Puis du coup, ça veut dire que les 5 premières minutes avec la personne, je suis un peu bizarre. J'essaie de voir comment elle fonctionne. Et après, là, c'est bon. T'as compris comment la personne fonctionne. T'analyses quand tu veux. Mais attends, tu sais, ces premiers mots, tu dis attends, mais je vais peut-être pas parler de ça avec cette personne parce que ça va pas l'intéresser. Puis en fait, de dire mais merde, en fait, pourquoi est-ce que je me pose autant de questions? Pourquoi c'est pas juste un dialogue humain entre deux personnes qui communiquent? Puis si à un moment donné, je dis un truc qui l'intéresse pas ou qui trouve con,
c'est pas grave en fait. Puis d'avoir quelque chose de plus léger dans ce que tu proposes, dans tes interactions, puis du coup d'enlever aussi cette charge quand tu rencontres des personnes, puis de faire en sorte que quand tu rencontres des personnes, ce soit plus du plaisir et que ça arrête de devenir quelque chose des fois un peu presque anxiogène en fait, de dire mais mince, est-ce que je vais dire un truc à côté, est-ce que puis plus le prendre dans cette recherche de validation quoi. Donc, même en rétrospective, moi ça m'arrive surtout après, genre quand je rentre, ou si par exemple j'ai passé une semaine où j'ai vu plein de monde, sur le moment ça va, je gère. Mais si j'ai par exemple le dimanche soir, je suis dans mon lit, je vais me refaire toutes les interactions et je vais dire genre mais j'étais trop chiante à ce moment-là, mon Dieu. Je fais tout le temps ça et je me prends vraiment la tête, mais à des niveaux genre je suis à deux doigts d'envoyer un message genre désolée d'avoir été chiante il y a 5 jours quand j'ai dit ça, enfin tu vois des trucs débiles, tu vois. Où tu croises quelqu'un dans la rue, en fait tu t'arrêtes pas et puis après ça m'est arrivé il y a quelques semaines, puis j'ai presque envie d'envoyer un message au type pour faire je suis désolée, je me suis pas arrêtée, en fait c'était bizarre, t'es là mais genre, parce que je me rappelle que c'était ralenti, je l'ai vu, je me suis dit mince, attends, là c'est trop tard pour lui dire bonjour et m'arrêter pour lui dire bonjour, et après chaque seconde je me disais mais en fait j'aurais pu encore la seconde d'avant, j'arrivais trop loin et je suis là mais comment t'en arrives à un point où t'es tellement en train de te prendre le chou et en train d'être dans du contrôle, alors que t'aurais juste pu t'arrêter, même s'il était passé à 5 mètres, juste revenir vers lui et lui faire en fait, je suis désolée, j'étais dans mes pensées, on va se boire un café ou je sais pas quoi. Mais d'être vraiment arrivé à ce point où il y a tellement de questionnements, il y a tellement de contrôle, que dès que ça sort de ton schéma de réflexion où tu te dis ça c'est ce que j'ai le droit de faire, si je le croise et que je suis à 2 mètres de lui, je peux lui dire bonjour et lui dire ça va, je fais vraiment caricaturer. Puis dès que ça sort, dès qu'il y a un aléa qui est externe à ce que tu pouvais prévoir, tu pètes les plombs, ça chamboule et t'arrives plus à agir et tu te dis il y a peut-être un truc là dans la légèreté et dans le contrôle à mettre en place parce que... Moi, je suis aussi en train d'apprendre un truc de respecter, quand tu rencontres une nouvelle personne, respecter ce truc d'affinité un peu. Il y a des groupes de personnes, tout le monde, voilà, c'est de très chouettes personnes, je dis pas l'inverse, mais il y a ce truc d'affinité, ce truc de voilà. Et de respecter du fait que c'est ok de voir les gens dans ce gros groupe juste avec qui tu as des affinités et que c'est ok de pas être adorable avec tout le monde tout le temps. Et j'ai une amie comme ça, mais elle est géniale, hein, mais elle est tellement adorable avec tout le monde, elle nous dit mais quand même on pourrait lui proposer là, on descend, puis non, on fait la pause entre nous, on a de l'affinité, mais on n'est pas en train de lui dire viens pas avec nous, c'est juste en train de discuter, on descend et respecter ce truc d'un peu naturel et pas toujours marcher sur des œufs avec tout le monde et tout ça, et je suis en train d'apprendre ça et je me prends un peu des commentaires. Du coup cette fille qui est extrêmement gentille avec tout le monde, elle dit mais vraiment fais attention à elle, on lui a pas dit là, et je vois que ça me pèse et que c'est pas naturel pour moi, et je crois que je suis en train de matérialiser un peu le truc qu'en fait c'est ok, il y a juste des gens avec qui je suis pas du tout en train de dire que c'est des mauvaises personnes, c'est des hyper chouettes personnes, mais juste il y a un petit feeling qui peut-être passe un peu moins qu'avec l'autre personne que je trouve géniale. Et pourquoi je devrais me forcer à parler avec quelqu'un avec qui dans les deux sens, hein, c'est pas que juste ça passe moins. Est-ce que j'aurais pas le droit de respecter ça et d'être avec les gens? C'est pas rejeter la personne, c'est être avec les gens qui me font me sentir bien, parce que j'ai aussi ce truc que quand je suis avec des gens avec qui je suis pas bien, je suis pas moi, je suis pas à l'aise, et du coup je peux devenir un peu méchante des fois, ou un peu déplacée parce que je suis tendue, parce que je suis dans l'effort et tout ça, et de me dire mais sois avec les gens qui te sentent bien, et c'est pas rejeter les autres que de respecter que tu passes juste du temps avec les gens avec qui tu te sens bien et que les autres tu fais peut-être un peu moins d'efforts. Et je suis en train un peu d'apprendre ça dans un groupe avec qui je suis. C'est particulier de... Il y a quand même des gens qui te disent toujours non, tu dois faire... tu dois... Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'était pareil. Avant, je me disais, il faut que les gens m'aiment tout le temps. Puis en fait, tu te rends compte que t'aimes pas tout le monde. Donc pourquoi tout le monde t'aimerait, genre? Mais ok, genre, c'est pas grave. Ça veut pas dire que t'es pas quelqu'un de bien. Et puis ça veut pas dire que la personne n'est pas quelqu'un de bien. Mais voilà. T'es pas obligé d'être adorable, quoi. Enfin, t'es pas obligé d'être à leur pied. C'est fake, hein, sinon... C'est ça aussi. C'est même pire, du coup, parce que toi, tu te forces, l'autre personne, elle pense quelque chose, et puis au final, vous êtes dans une situation où personne n'est vraiment honnête, quoi. Donc, Après, il y a ce truc d'être soi-même, et parfois t'es toi-même et t'es quand même chiant. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Il y a quand même, tu vois, un équilibre que moi, j'ai du mal à trouver. C'est, je veux être moi-même, et j'ai un peu de truc où j'essaie de me dire... C'est comme ça que je suis, et si on m'aime pas comme je suis, ces gens, j'ai pas envie d'être amie avec eux. Mais des fois, tu dois aussi faire des efforts sur des trucs, et du coup, parfois, mais c'est dur, je sais pas à quel point je dois me remettre en question. Enfin, tu vois? Ouais, mais après, tu as toujours ce moment où tu te dis, ouais, je suis un peu... Tu sais quand t'es un peu extrême, mais aussi, si tu le fais trop, après, c'est trop de pression pour toi aussi, de te dire, non, il faut que je sois super sympa et tout. Du coup, c'est la même chose, c'est pas naturel, et puis ça devient un peu faux, quoi. Ouais. Après, on a tous aussi des mauvaises journées, ou des moments où même avec les gens avec qui t'es bien et que t'apprécies, t'as des commentaires où t'es là, mais je me serais mis 3 paires de claques, mais quand tu vois qu'avec certaines personnes, t'arrives juste pas à être toi,
Et après, t'es là, ah, mais si je suis pas avec eux, c'est que je les rejette ou je suis activement méchant. Et en fait, non, c'est juste. C'est hyper passif de juste pas aller activement vers eux, faire du lèche-botage. Enfin, c'est correct. Et on est en train d'essayer un peu d'apprendre ça avec une amie, mais du coup, on a l'impression qu'on est des vraies méchantes, des vraies pestes. De pas se. Ouais, de juste respecter le naturel qui se fait, le mouvement qui est en train de se créer. C'est aussi des liens. Il y a quelque chose où tu peux pas non plus les forcer ou les contrôler ou vouloir te dire on doit absolument bien s'entendre. Quelque chose de l'ordre aussi du feeling, de juste du ressenti. Puis qu'avec ces autres personnes, c'est pas du tout qu'on s'entend mal, c'est qu'il y a pas du tout qu'il y a de soucis, c'est juste. Il y a pas des discussions qui fleurissent, il y a pas des. Ouais, et je trouve de respecter ça, en fait, je suis en train de me dire que c'est vraiment important, quoi, parce que sinon. Mais je trouve ça tellement bizarre le fait qu'on se dise ouais je dois avoir certaines affinités avec des personnes et se forcer alors que toi-même t'as pas envie d'aller forcément discuter avec un groupe de personnes, mais tu te dis ah non je vais y aller, je sais pas trop pourquoi je le fais mais je le fais quand même alors que ça t'apporte pas de plaisir. Et puis je pense justement si t'es pas toi-même ça va pas forcément leur apporter du plaisir à eux. Exactement. Et ça c'est nouveau, c'est dû au fait qu'il y a eu le confinement, quelque chose, ça t'a fait penser à ça ou c'est... Je crois que c'est plus le fait de rencontrer du coup toutes ces nouvelles personnes avec ma nouvelle fac et tout ça, c'est de voir... il y avait vraiment un grand groupe de personnes où, comme tu disais, je me suis dit, faut que j'aille leur parler et tout ça, parce que c'est des gens chouettes. Et en fait, je vois qu'avec eux, j'arrive pas à être moi-même. Et en fait, juste respecter ça, quoi, de se dire que c'est totalement OK, et que c'est des personnes géniales et je leur connais. J'arrive pas à être moi-même avec eux, voilà, c'est comme ça. Et ouais, je sais pas si c'est le confinement qui a généré ça. Peut-être du coup, parce qu'avec le confinement, j'ai l'impression qu'on a quand même plus vu les personnes qu'on souhaitait vraiment voir. Et du coup, il y avait ce truc de temps qualitatif et de voir un petit peu quelles étaient les personnes très précieuses dans notre vie. Enfin, on voit aussi peut-être les gens qu'on a régulièrement appelés pendant le confinement. C'est des gens avec qui ça nous tenait vraiment à cœur de garder contact. Du coup, peut-être il y a quand même ce truc un peu de... Mais c'est aussi un peu avec l'âge, ça, mais... Enfin, de grandir avec l'âge. Non, mais genre... non, mais genre... je sais pas, je trouve... à l'uni, en tout cas, avec les études qu'on fait, on a moins le temps. Et du coup, de prendre le temps de voir les gens qui te tiennent vraiment à cœur, ça te fait voir, en fait... Ah, mais ça, c'est une amie ou un ami, vraiment, lui, faut pas que je la perde. Et du coup, ça te fait que t'as peut-être moins envie de prendre du temps ou prendre de l'énergie pour des gens avec qui tu vois que chouette interaction, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Je sais que moi, j'ai eu quand même ce truc avec l'uni de priorité un peu aux personnes qui me faisaient vraiment du bien dans ma vie, quoi. Oui, et aussi par rapport à ça, j'ai remarqué que maintenant, je réfléchis plus aux conséquences long terme qu'il y a aux trucs que je fais, tu vois. Je me dis, si c'est juste sur le moment, peut-être ça vaut pas la peine d'aller voir cette personne si je sais que ça va pas aller plus loin, ou ça vaut pas la peine de faire ça s'il n'y a pas de truc qui vient après. Et du coup, maintenant, je réfléchis beaucoup plus à ce que ça m'apporte vraiment avant de choisir si je vois la personne ou pas. Genre, je réfléchis beaucoup plus au long terme. Et je pense que c'est clairement un truc qui est venu avec le confinement et tout ça, parce que j'ai gardé contact avec les personnes qui étaient là dans ma vie depuis un moment ou que justement, je voulais garder dans ma vie et pas les perdre et tout ça. Donc, je pense que ça m'a vraiment apporté cet aspect de réflexion à long terme de ce que je veux vraiment dans ma vie. Ce qui est beaucoup de réflexion, au final. De savoir ce que tu veux dans ta vie, c'est une réflexion qui ne s'arrête jamais. Aussi, je trouve d'accepter que ça bouge, en fait. Que les personnes qui sont autour de toi, que les personnes qui... Aujourd'hui, c'est des personnes que tu aimes tellement fort, et puis peut-être que dans 10 ans, vous aurez juste pris des chemins qui sont divergents, et c'est triste. C'est même pas triste, mais quelque chose où actuellement, quand tu te dis, ça te fait quand même un petit pincement au cœur, mais tu sais que dans 10 ans, peut-être vous vous reverrez, il y aura plus les mêmes connexions qui se feront, mais il y aura quand même plein de belles choses qui auraient été partagées. Et puis c'est vrai que je trouve qu'on est un peu à cette période où des fois quand tu commences tes études, tu te dis je dois savoir ce que je veux. Voilà, c'est un peu l'espèce de Graal de j'aurai un boulot, je saurai ce que et puis là tout d'un coup il y aura une espèce de déclic astral, je sais pas ce qui va se passer, mais je vais savoir ce que je veux faire de ma vie. Puis en fait d'accepter que c'est du changement, que c'est un espèce de fleuve, que ça avance, qu'il y a des moments où tu vas changer d'avis, il y a des moments où tu vas te dire putain, en fait ce que j'ai pensé il y a 2 ans, c'était un peu ça me correspond plus du tout. Puis d'accepter d'avoir ce truc un peu plus... de se mettre moins de pression par rapport à ça. Ouais, c'est un truc qui me fait peur encore
Ouais, mais de du me coup, dire, tu je sais te mets à je jour. sais pas où je serai dans 5 ans, je sais pas où je serai dans 10 ans, c'est un truc qui me fait... Enfin, en même temps, je sais pas, mais en même temps, ça m'assure d'avoir mon petit plan dans ma tête. Même si peut-être ce sera pas le bon, ce sera pas c'est celui-là, ça. mais j'ai besoin de mon petit Tu fais un plan. plan et tu le mets à jour de temps en temps quand t'as changé. Tu fais des updates. Version 2.1. Bah exactement, moi là je suis en train de réfléchir à comment changer de domaine d'études totalement parce que bah voilà, ça va totalement changer ce que je pensais pour le futur. Il y a un an, j'étais sûre de ce que je voulais faire et là je suis là, bah je vais tester d'aller à l'EPFL et puis on verra. Voilà, c'est pas du tout la même chose mais on verra. Tu passes de quoi à quoi? Je suis en psycho et j'aimerais faire un bachelor en physique. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas trop la même chose. Mais du coup, je me suis mise à jour dans mon plan de vie maintenant. En fait, là, j'en ai plusieurs en tête et je choisirais selon ce qui... Enfin, ouais. C'est un jeu vidéo. Tu vois, c'est comme les schémas, les graphiques en arbre, tu vois. Et du coup, selon le choix que je fais, bah, j'ai une autre possibilité qui s'ouvre. Voilà. Ça me fait peur, cette image des graphiques en arbre, parce que tu te dis que cette décision va te faire partir dans un truc, et t'es genre, oh mon Dieu. Moi, j'ai trop du mal à prendre des décisions, mais ça, c'est vraiment, c'est chronique, genre, ça, Oui. c'est toujours été comme ça, genre au point où parfois j'appelle des gens pour savoir si je devrais aller faire du sport. Généralement, la réponse est non, mais moi, Bah tu m'appelles, moi je te dis oui direct. Hein. à l'époque, je faisais du sport, et genre, j'appelais des gens en mode genre, ah, tu penses que je devrais aller au yoga? Parce que j'arrivais pas à décider, alors que c'est une décision banale, quotidienne, c'est nul, tu vois, mais genre, ça arrive pas, et les grandes décisions comme ça, où j'ai vraiment le schéma en arbre dans ma tête, c'est la panique à bord, genre c'est vraiment la panique à bord. Connecter genre les petites branches, elles me servent à ça, ça va en bouillir. Ouais, je sais pas. Mais On n'est pas sûr. Non, mais moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il fallait faire une petite référence quand même. Ouais, voilà, une fois je dans le l'ai mis, podcast. c'est bon. Mais enfin, en tout cas, moi, quand j'ai fait un choix qui était super dur quand j'étais en Australie l'année dernière, de rentrer ou de rester, j'ai fait une SWOT analysis, donc les strengths, weakness, opportunity and threat, je crois, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, mais ça m'a permis de poser vraiment les idées et de me dire, mais en fait, de toute façon, les deux, ça mènera sur quelque chose de bien. C'est ce que t'en fais, en fait, de ta décision. Et une fois que t'as pris ton choix, c'est le meilleur choix, tu vois, c'est pas... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, parce que sinon, ce serait trop compliqué de me dire, ah, j'aurais dû rester en Australie, ça aurait été génial et tout, tu vois. Mais moi, je fais beaucoup de listes aussi. Et après, tu sais, tu fais un peu le total pour voir les opportunités. Enfin, genre, le positif, le négatif. Et comme ça, si tout d'un coup, tu regardes ta décision, tu dis, bah, au moment même, il y avait quand même plus de positif dans ce chemin-là. Donc, ça valait la peine que j'essaye. Peut-être que c'était pas la meilleure Tu solution. les gardes, genre, pour pouvoir y retourner après. Non, quand même pas. Mais enfin, Ça peut mentalement, être pas oui. mal. J'en ai Mais tu fait t'en beaucoup souviens, par ouais. papier. Des fois, enfin 2-3 fois, j'aimais bien genre juste déchirer l'autre liste pour un peu marquer le coup, de me dire ok, comme ça je peux pas retourner en arrière parce que j'ai tendance à avoir de la peine à prendre des décisions. Et du coup, souvent je vais un peu au bol dans un truc et puis j'essaie de pas retourner en arrière parce que, enfin par exemple pour choisir ce que je mange ou justement si je veux faire du sport et tout ça, je me force à faire l'une des deux choix parce que sinon je passe vraiment trop de temps à réfléchir. Et je fais beaucoup de listes pour des trucs nuls. J'ai retrouvé des listes comme ça par rapport à des petits copains d'amis quand on était plus jeunes. J'ai retrouvé ça l'autre jour dans mon téléphone. Puis c'est moi, voilà. En plus, j'avais aussi fait ça pour... ouais. Ouais. Ça, j'avais fait ça pour un ex et tout. J'avais fait le petit plus et moins. Je l'ai encore la liste d'ailleurs. Genre, quand Il y tu avait commences à beaucoup faire de ça, moins dans le... Et du coup, quand tu commences à faire ce genre de C'est que liste, c'est c'est pas très oui, bon c'est ça, signe. c'est ça. C'est vraiment pas très bon signe. Est-ce que... Mais d'ailleurs... Enfin, est-ce qu'on tire des questions ou on continue parce qu'au final, ça se passe bien? ouais, mais si vous voulez tirer une question juste pour Mais- voir ce que ça ouais. vous donne. Moi j'ai envie envie. Ça me... Oui, vous ça fait tirer une question, par exemple celle-là. En plus, ça tombe bien parce que t'en parlais un petit peu. Comment est-ce que cette dernière année a impacté tes relations romantiques? Il faut que Je peux comment... Ok, moi j'ai des idées si vous voulez. Je commence. Peut-être ça vous donnera des idées. Bah du coup, donc moi maintenant ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis avec mon copain. Ça s'est toujours bien passé et au début du confinement, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Et pendant le confinement, ça s'est vraiment hyper bien passé. C'était trop chouette, ça nous a rapprochés. Il n'y a vraiment pas du tout eu ce truc de frustration de ne pas voir d'autres gens. On était juste tellement dans un soutien. Bon, il est aussi à l'EPFL, donc il fait aussi des études qui lui demandent pas mal. Et il y a une compréhension et un soutien à ce niveau-là qu'on a développé pendant le confinement. Premier semestre d'université, c'était très dur. On était chacun dans notre stress, on s'est vraiment éloignés. Et on en a parlé du coup aux vacances qui étaient juste avant le confinement, de mais comment on va faire pour gérer ce stress et tout ça. Et du coup, au confinement, on a vraiment appris à se soutenir dans nos études. Et ce qui est génial, c'est qu'on a réussi à le garder. Donc toujours maintenant, alors que la vie a recommencé, on arrive toujours à se soutenir. Il y a toujours ce truc de soutien
par rapport au stress des études qu'on a vraiment réussi à garder. Donc ça, c'était trop chouette. Ouais, je crois que ça nous a rapprochés aussi de passer moi, j'aime bien... Enfin, mon langage de l'amour, j'ai remarqué que c'est de passer beaucoup de temps avec la personne. C'est quelque chose dont j'ai besoin d'avoir ce truc de partager un quotidien. C'est quelque chose où je me sens beaucoup plus proche de la personne. Et du coup, il y a vraiment eu cette possibilité-là au confinement. Après, ce qui était un peu particulier, c'était le moment où il a refallu chacun aller faire des choses de son côté. Au début, ça fait bizarre parce que t'es là, attends, mais avant on se voyait X fois par semaine, maintenant pourquoi on se voit moins? Ah, mais parce qu'en fait, il fait plein de choses avec d'autres gens et que je fais plein de choses avec d'autres gens. Et il y a eu une toute petite période où ça fait bizarre. Et après, il y a eu ce truc génial de recevoir tout le retour que ce que l'autre a pris de l'extérieur et qui te raconte et toutes les expériences. Et il dit « Oh, mais maintenant que je peux ressortir, j'ai redécouvert ça. » Lui, il fait des travaux pratiques à l'EPFL et il me dit « Ah, mais j'ai fait ça aux travaux pratiques et tout ça. » Et moi, pareil, je viens avec mes histoires et tout. Et de retrouver cette dynamique-là, c'était aussi hyper chouette. Je crois que du bon. Voilà, ouais. Non, c'est vraiment que des trucs chouettes. C'était aussi intéressant de vivre un peu avec sa famille, du coup, et qu'il lui vivre avec la mienne. C'était une expérience aussi. Il s'entend très bien avec mes parents, donc c'est drôle. Ouais, je crois que des trucs chouettes. Après, peut-être, moi, j'aime bien faire plein de choses. J'aime bien faire beaucoup d'activités et tout ça. Et lui aussi. Mais le confinement, je crois que ça l'a plus ralenti dans ses activités, peut-être. Pas au niveau social, mais il dit que ouais, des fois, c'est plus dur, par exemple, d'aller sur le campus alors qu'il pourrait rester chez lui. Et ça, du coup, moi, des fois, d'avoir l'impression que je dois mettre l'énergie pour faire les choses, des fois, ça m'embête. Mais dès que je lui en parle ou dès que je le mentionne, ça repart tellement vite que c'est pas vraiment un problème. C'est juste une tendance qu'on sent un peu. Mais non, c'est chouette. Voilà, conclusion, tout va très bien. Trop bien. Moi, alors, ça fait 2 ans et demi que je suis avec mon copain. Et c'était très intéressant comme période parce qu'au départ, on a beaucoup travaillé ensemble. On faisait comme Yael disait, enfin on se voyait beaucoup pour travailler, mais c'était trop cool et tout ça. Et ensuite, moi j'ai eu mes examens à Genève en ligne et à Lausanne, ils les ont eu en août. Et du coup, lui a passé son été à travailler et moi, j'étais en vacances. Et c'était très compliqué de trouver un équilibre là-dedans parce qu'il était ultra stressé. Moi, pas du tout. Quand on se voyait, il était très fatigué. Moi, pas du tout. Et du coup, c'était pas hyper agréable. Ensuite, on a eu les deux la rentrée et là, c'était un peu comme avant. On commençait à travailler ensemble, c'était cool. Et ce semestre, il a congé. Et du coup, moi, je suis ultra stressée et lui, pas du tout. Du coup, c'est très dur. On commence à trouver un équilibre avec cette dynamique, mais c'est vraiment pas très facile. Ouais. Surtout qu'en plus, il a un travail, et donc de temps en temps, il a d'autres... Enfin, c'est très dur de trouver des moments pour se voir où on est les deux bien là, avec de l'énergie et tout ça. Donc, je sais pas trop quoi dire d'autre, mis à part que on recherche constamment un équilibre qu'on trouve pas. Et en plus, je commence à avoir plus d'amis qu'avant, comme je vous avais dit tout à l'heure. Et lui voit moins de gens qu'avant parce qu'il a moins de temps. Et du coup, alors qu'avant, c'était l'inverse. Enfin, tout est inversé souvent. Du coup, c'est compliqué de trouver un équilibre. Moi, je crois que je suis un peu hypocrite par rapport à ce que j'ai dit avant, quand tu m'as parlé des congés et tout ça. En fait, lui, ça fait 1 an là qu'il a des semestres allégés. Donc, en fait, moi, ça me paraît très, très facile et très, très... Parce qu'il est adorable et du coup, il est très en fait, il s'adapte à tout. Enfin, il s'adapte à mes horaires et tout ça. Enfin, les seules obligations qu'il va avoir, c'est voir des potes des fois le soir. Mais, du coup, moi, je profite de bosser. Mais autrement, il va toujours s'adapter à mes besoins et tout ça parce que du coup, c'est lui qui a le plus de disponibilité. Mais j'ai l'impression que c'est conscient et du coup, j'ai l'impression que quand ça sera l'inverse, le semestre prochain sera sûrement l'inverse, j'ai l'impression que j'arriverai à garder ça et à me dire que du coup, je rends un peu toute l'adaptation qu'il a fait. Mais c'est vrai que moi, ça me paraît de couler parce que je crois qu'il me rend la vie très très simple. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu hypocrite de ma part de dire qu'on était les deux hyper stressés et qu'on trouvait un équilibre. Je crois qu'en fait, il fait beaucoup d'adaptations que je vois pas du tout. Parce que je voulais bien tes conseils d'équilibre. Non, mais je crois que... demande à Ben, écoute. Demande à Ben comme il gère bien notre couple. Parce que là, c'est vraiment très dur. Parce qu'en plus, en ce moment, il travaille le matin. Moi, je vais travailler la journée et il travaille le soir. Ouais. Et du coup, quand on se voit, on doit dormir. Du coup, il n'y a vraiment pas de moment où on peut vraiment être ensemble. Et ça, c'est compliqué parce que du coup, je
je sais pas, après, moi, je suis fatiguée. Ou bien ça me fatigue de dire, je dois encore le voir. Alors que ça devrait pas être comme ça, tu vois. Mais de me dire, maintenant, j'ai un moment où je travaille pas, où je peux prendre du temps. Ah, je dois encore le voir. Des fois, ça me refroidit. Alors que... Enfin, c'est juste à cause de la période, mais... Ouais, peut-être gardant. Moi, ce qui m'aide des fois, c'est de me dire que c'est une phase et que ça Oui, va passer, ça. qu'on va aller vers du mieux et que l'équilibre va se trouver. Je suis en train de prévenir en plus tous les gens autour de moi que pour le mois prochain, j'ai beaucoup de travail. Et du coup, je dis, je peux pas... Enfin, proposez-moi pas trop parce que j'arrive pas à dire non. Et que du coup, ça impacte trop de trucs. Alors, les 3 week-ends prochains, Océane, on voulait te dire. Ouais, je sais pas. En fait, c'est aussi mon problème, tu vois. J'arrive pas à dire non. Et du coup, je m'engage dans plein de trucs. Et après, je suis surmenée. Et après, je gâche plein de relations. Pas qu'avec lui, avec d'autres relations. Je les laisse tomber. Ouais, du coup, ça a pas... Le Covid n'a pas trop aidé ma relation, mais ça l'a pas trop péjoré non plus. Ça a juste un peu chamboulé, ça met en des challenges. Tiens, je te mets des obstacles, essaye. La vie est trop facile. Exactement. Bah, du coup, moi, j'ai pas de copains. Et mais pendant le confinement, en fait, vu que j'ai fait beaucoup de remises en question et tout, et en partie, j'ai découvert des parties de moi, genre comment je fonctionnais et tout ça, mais il y a aussi une partie où j'ai un peu perdu confiance en moi. Et du coup, j'ai un peu plus de mal à interagir maintenant avec, pour les relations amoureuses ou plus qu'amicales. Et mais aussi, j'ai aussi pu réaliser qu'en fait, j'ai pas forcément envie de me mettre en couple ou quoi. Ça m'intéresse pas. Du coup, je le cherche pas forcément. Et ouais, je pense que ça m'a vraiment juste aidé à éclaircir un petit peu les choses parce que j'ai l'impression que par défaut, c'est à mon âge, je devrais avoir un copain, quoi. Ouais. Et c'est ma fleur. Et du coup, je sais pas, je trouve que ça m'a aidé un peu à relativiser que c'est pas forcément genre, je suis pas obligée d'avoir un copain. Enfin, je fais un peu comme je veux et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, les interactions, elles sont un peu plus compliquées. Je sais pas trop comment interagir, lire un petit peu les signes et tout ça, c'est un peu compliqué. Oui, c'est genre plus habitué. Ouais, voilà, c'est ça. Et maintenant que tout se fait un peu plus à distance et tout, du coup, et aussi, genre, ça prend plus de temps, les choses à faire et tout. Du coup, je sais pas, c'est un peu... ça chamboule les choses. Mais ouais, je trouve que ça m'a quand même aidé, pas le Covid, mais genre, du coup, le confinement, à voir plus clair là-dessus. Oui, puis la façon dont tu interagis avec les gens a vraiment changé aussi. Ouais, c'est pas faire les réseaux et tout, c'est pas la même voilà, chose que exactement. voir les gens en vrai. C'est vrai que c'est la peine. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai eu exactement le même parcours pendant le Covid. Et j'ai aussi, genre, je ne sais plus comment me comporter. Et ça me fait hyper peur, tu vois. Pas de sortir. Ouais, non mais c'est mort. Je vais pas... déjà, les dates, c'est une angoisse de base, tu vois. Mais genre, là, pour moi, c'est exclu. Genre, ce serait le truc le plus gênant au monde. Genre, je sais même pas ce que je ferais. Je sais même pas comment je dis bonjour. Enfin, je sais même plus. Mais en fait, c'est aussi parce que normalement, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de... Enfin, je sais pas, tu vas... Je prends l'exemple de la grimpe. Tu vas grimper de salle de grimpe, tu rencontres quelqu'un. Enfin, en général, ça se fait plutôt comme ça. On dit que maintenant, vu qu'il y a plus, par exemple, des soirées à l'EPFL où c'est un super lieu de rencontre, maintenant, il y a moins ça. Du coup, tu dois forcer le truc en faisant des dates. Que normalement, c'est moins... Ouais. On va pas boire un café, c'est un date. C'est bizarre parce que je sais pas, pendant un an, tu sors pas du tout, donc tu vois plus si tu te plais, les petites choses que tu voyais avant où c'était vraiment naturel. Et puis, moi, parfois, je me dis, je suis sûrement devenue un gros ton dans mon coin parce que maintenant, je vois plus rien du tout, quoi. Genre. Mais en fait, c'est juste que tu vois plus de gens, quoi. Et tout, tu sais pas comment toi envoyer des signaux. Genre, si quelqu'un qu'est-ce que tu fais? T'as l'impression de lui envoyer des signaux. Tu prends ton téléphone avec la lampe torche. Tu parles en morse. Non, mais ça, c'était clairement un signal. Je t'ai regardé 3 secondes dans les yeux. Bon, ça, lire les signaux, ça a jamais été facile. Rigoler dans la conversation. Oui, avec le masque, j'ai déjà pris l'habitude de faire des trucs bizarres avec ma bouche. Donc sans le masque, je suis devenue plus bizarre qu'avant. Donc les signaux, en plus, ils n'ont pas... Ça devient facile à envoyer, tu vois. Mais aussi quelque chose que j'avais oublié de dire, c'est... Je sais pas si... avec la remise en question, je me suis dit, mais j'arriverais pas forcément à vivre avec quelqu'un, dans le quotidien. Juste... C'est beaucoup. Et je sais pas, je me dis... en tout cas, pas pour l'instant. Et peut-être que ça se fera naturellement, comme t'as dit, elle. Mais ouais, genre, la notion du couple, pour moi, c'est
Mais je pense que c'est important de vivre seul et je pense qu'on en a tous besoin. Enfin, moi aussi, genre, si j'ai un... Ouais, mais je trouve que c'est beaucoup d'investissement quand même. Et De vivre seul? Non, d'être en couple. Ouais, mais justement, je disais que je trouvais ça normal de... Enfin, moi, en tout cas, comme je me projette maintenant, si un jour je peux partir de chez mes parents, bah, je me projette plutôt de vivre seule parce que justement... ouais, mais je dis pas forcément vivre seul, c'est juste avoir une relation. Tu dois vraiment... C'est pas juste l'entretenir, c'est vraiment tu dois la nourrir, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je trouve que ta relation que t'as avec ta meilleure amie... Ouais. Pour moi, c'est comparable, genre. Pour moi, la relation que t'as avec Océane et Ben... Bah, ok, enfin... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, je sais pas, alors peut-être c'est moi qui est totalement aveugle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de similaire, quoi. Mais il y a beaucoup... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté. C'est, par exemple, je vois pas ma meilleure amie pendant une semaine. C'est dommage, tu vois, mais genre, on sait qu'on a plein de trucs à faire et tout. C'est pas... Genre, ça va pas mettre en péril notre relation. J'ai l'impression que dans les relations amoureuses, il y a le fait que t'es, genre... Mais je sais pas, c'est genre la notion du... Enfin, bon, après, c'est peut-être les étiquettes, tu vois, les notions du couple où c'est... Genre, l'amitié, c'est déjà pas exclusif. Je dis pas que les couples, ils sont tous exclusifs, tu vois, mais j'ai l'impression que ça rajoute... Alors, c'est vrai qu'il y a cette différence-là, mais moi, c'est une des seules différences que je vois dans la dynamique de relation. Parce que moi, j'ai l'impression, en tout cas, en ce moment, ce qui me pousse à voir Ben régulièrement, c'est que j'ai envie de le voir, mais je me dis pas... je sais pas, il est parti une semaine en vacances. J'étais pas en mode... Enfin, on se réjouissait de se revoir, mais il y avait pas... Après, peut-être que je suis méga biaisée. Je trouve que c'est hyper dur à dire, mais... J'ai l'impression qu'en tout cas, en ce moment, ce qui me motive plus, c'est une envie de le voir comme je pourrais avoir avec n'importe qui, quoi. Je pense que ça dépend aussi des gens et ça dépend aussi des moments. Et j'ai été en couple pendant 3 ans et demi. Enfin, du coup, je me suis séparée pendant le Covid en FaceTime. Trop cool. Mais, et en fait, même si sur le moment, j'avais l'impression... Je dis pas que c'est ton cas, mais sur le moment, j'avais l'impression que ça m'allait et que j'avais envie de mettre cette énergie et ce temps dans ma relation. Et en fait, quand ça s'est fini et tout... et que j'avais de l'énergie pour moi et pour mes projets, par exemple ce podcast. Non mais tu vois, des trucs que j'aurais jamais fait si j'avais été en couple, parce que ça me prend trop de temps. Et en fait, forcément, il y a des trucs que tu fais pas parce que tu mets ce temps-là dans ton couple. Et même si j'ai des amis et que... Enfin, tu vois, tu peux décider de plus voir tes potes pendant 2 mois, tu vois. Enfin, tu peux pas ça. Ouais, mais tu vois, si tu disais ça, justement, les gens, ils seraient là, mais quoi? Mais tu prends plus de nouvelles de tes potes pendant 2 mois? Enfin, je sais pas. Non, mais après, c'est aussi parce qu'on met plein de trucs derrière le clou. D'exclusivité du couple qui t'oblige plus, mais Mais il y a plus d'obligations. Je pense qu'il y a quand même il y a des codes hyper précis, tu vois. Après, si t'arrives toi à te libérer de ces codes, ou alors si ces codes te conviennent, c'est cool, tu vois. Mais je pense que si ces codes te conviennent pas, ou... Enfin, et que c'est difficile de trouver un schéma alternatif aussi parce que ces codes sont tellement définis et on est en train d'essayer de les déconstruire un petit peu, par exemple avec des podcasts comme Le Cœur sur la table que je vous conseille. Petite recommandation. Petite recommandation. Mais ouais, bref, je sais plus ce que je disais, mais c'est difficile d'avoir un couple. Enfin, c'est difficile de savoir ce que tu veux vraiment du couple au-delà de ce que la société t'a dit que tu devais vouloir, tu vois. Mais, tu vois, après, pour revenir au projet, genre... Bah, je sais pas, là, moi, ces temps, je suis en train de me lancer sur un projet qui touche par rapport au climat. Et quand j'en parle avec mes potes, bah, ils me donnent des idées, ils me donnent des contacts, on en parle, ça enrichit le truc. Quand j'en parle avec avec mon copain, c'est pareil. Il m'enrichit sur des trucs. Il sait que... Après, peut-être, voilà, j'ai de la chance et ça se passe bien et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il est là, genre, quoi, tu travailles sur ce projet? Mais non, on avait dit qu'on se voyait. C'est, trop chouette, je peux t'aider pour quelque chose ou... Enfin, ouais. Je sais pas, je trouve qu'il y a cette même dynamique de... Mais je pense que ça aussi dépend de ton partenaire. Ouais. Enfin, parce que moi, on m'a proposé un rôle dans une pièce de théâtre à 3 semaines de la représentation parce que quelqu'un était bloqué dans notre pays. Et en fait, j'ai accepté sans lui en parler. Et après coup, je lui ai dit, bah en fait, si jamais ça va me prendre énormément de temps et je t'ai pas laissé le choix. Il était là, bah trop cool, tu me dis quand t'as tes répètes et on s'arrange autrement, tu vois. Et mais non, mais je pense que c'est bien aussi de faire tes choix aussi sans réfléchir à l'autre et l'autre s'adapte ou pas, mais du coup s'il s'adapte pas, c'est pas... Enfin, au moins tu fais ce que tu veux, tu vois. Mais moi justement, t'en avais parlé Yael quand Victoire elle parle dans son podcast. Oui. Pourquoi est-ce que tu voudrais, je sais pas, genre aider une personne si toi t'as pas forcément envie de l'aider, aller aux fêtes de famille, voilà. Et en fait c'est exactement ça. C'est par exemple moi je me sentirais pas complètement libre de faire mes décisions. Par exemple, si je vais jamais aller demander à mes meilleures amies est-ce que ça va si je prends plus de temps pour une pièce de théâtre. Et moi ça m'a pris 2 ans et demi à apprendre à faire ça. Ouais. Mais moi je sais pas si j'aimerais faire ça. Enfin c'est pas pour moi c'est pas forcément naturel. C'est ça.
on dirait que t'es limite, enfin tu fusionnes pas avec la personne, mais elle... Tu partages une vie. Ouais, genre, ouais. genre je sais pas, genre... Ouais, mais tu te réveilles pas un matin en couple. Enfin, c'est quelque chose qui se construit aussi. Donc c'est aussi peut-être que ça sera moins oppressant si ça se fait au fur et à mesure. Et je pense que ce qui est dur maintenant, c'est vraiment de se lancer dedans, de se dire je vais accorder du temps à qu'on se rencontre aussi. Tu vois, alors que... Ça se fait tout seul, généralement tu décides pas. Oui, mais c'est. Tu dis pas tout d'un coup j'enlève ça de ma vie pour mettre ça dedans. Enfin, ça se fait hyper naturellement. Puis dans le couple, mais c'est vrai, à part ça, bien sûr, on abandonne certaines choses et tout ça, mais quand t'es dans l'amour, tu vois pas en fait. Genre, tu. Après, faut pas être non plus aveugle, mais genre. Par exemple, prendre du temps pour faire certaines choses, genre Victoire elle parlait mais pourquoi je prendrais du temps pour aller aux fêtes de famille de quelqu'un et tout ça, et moi j'étais là mais j'adore aller aux fêtes de famille de Benjamin, enfin oui, sa famille c'est pas mes amis, donc j'ai pas des discussions waouh, mais rencontrer des gens avec qui il a grandi, rencontrer des gens qui l'ont éduqué, qui ont fait qui il est, mais avec grand plaisir, enfin chouette que je fasse ça de mon dimanche matin, ça me dérange pas quoi. Puis tu t'intéresses aux gens aussi, quoi, c'est des histoires aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de pression dans des deux côtés. Enfin, tu vois, pas de pression d'être en couple, pas de pression de ne pas être en couple. Pas de pression, enfin, tu vois, il y a beaucoup de pression pour de pas être en couple, je trouve. Beaucoup de tes amis qui sont là, mais comment ça, t'es toute seule et tout. Plus que dans l'autre sens, en tout cas. Enfin, toi, t'es tellement entourée. Enfin, je te vois tout sauf seule. Enfin, ce mot est franchement. Ouais, non, mais justement, je te vois hyper. Si je devais te j'ai l'impression que t'as un peu l'image, genre, du coup, enfin, genre, t'as besoin. Non, mais t'inquiète, ça arrivera bientôt. Tu iras bien bientôt quand tu seras en couple. Alors que t'es là, enfin, non, je suis très satisfaite comme ça. C'est pas un but de vie au final, puis surtout ce qu'on a décidé. Si ça devient un but de vie, là, c'est problématique. Mais ça a longtemps été pour une femme de se définir en tant que pas étant en couple. Quand je serai mariée et que j'aurai des enfants. Je serai enfin accomplie, une femme accomplie. Voilà. Mais après, nous, une fois, on parlait avec Aurélie de ce truc de dépendance un peu. Et j'ai pas l'impression de dépendance au fait que je sois en couple, dans le sens que je pourrais très bien me débrouiller sans. Mais là, avec tout l'amour que j'ai, on parlait du fait d'enlever la personne que tu aimes du jour au lendemain. Là, oui, je suis dépendante parce que je m'en sortirais. Enfin, temporairement, en tout cas, j'aurais pas l'impression de m'en sortir. Et quand j'ai réalisé ça, j'étais là, mais ça veut dire que je suis dépendante. Au secours, au secours, au secours. Et après, j'étais là, non, c'est juste t'es amoureuse, du coup. Forcément, c'est compliqué. Mais où est la barrière entre je suis dépendant au couple et je suis incapable de fonctionner seule, et à quel point c'est juste que t'es attachée à la personne? Je trouve la barrière, j'ai de la peine à la poser pour l'instant. C'est vrai qu'aussi, on en avait discuté, et puis c'était un peu ce moment-là où je me posais la question, et puis je me disais, j'avais un peu presque peur de ce sentiment d'attachement, puis ce lien que j'avais, et puis je me disais mais mince, c'est de la dépendance, en fait, de dire que tu as de la dépendance avec toutes les personnes qui t'entourent, même tes amis sont dépendantes. Si c'est quelqu'un que t'aimes, donc évidemment, si du jour au lendemain il se tire, et même un ami très proche te dit en fait je pars et puis j'en ai trop marre, on va plus se voir, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Et d'accepter d'avoir de la dépendance, puis c'est aussi un lien, donc c'est normal, puis de mettre un peu le curseur, de dire là peut-être ça devient malsain, là il y a quelque chose qui rentre de l'ordre là c'est pas la personne, c'est peut-être le couple, d'être à deux et tout, enfin de voir la différence entre les deux. Mais c'est vrai que moi j'ai un ami qui a coupé les ponts directs avec moi, ça fait mal, ça fait hyper mal. Surtout souvent en amitié, je trouve que l'amitié c'est un truc qui est très stable, enfin pas stable, mais tout le monde quasiment a des bons amis, tu vois, on est tous entourés, et du coup quand tu perds quelqu'un, il faut rééquilibrer tout ton réseau de relations. Après c'était pas quelqu'un que je voyais souvent, c'est plus que juste la personne genre me manque, tu vois. Oui. Est-ce que tu voulais répondre à la question? Juste. Alors pour moi ça a quand même pas mal changé en fait, parce que je pense qu'il y a au début de il y a une année en arrière, ça me faisait super peur en fait, le fait d'être en lien, d'être dans une relation. Donc j'ai eu différentes relations pendant plusieurs mois, et après en général quelques mois je me mettais toujours le haut là parce que j'avais juste trop peur de m'attacher, de ressentir des choses, et puis j'avais trop peur en fait d'avoir un peu cette dépendance, ou juste de ressentir tout bêtement. Et puis au bout d'un moment je me suis dit, j'ai une expérience qui s'est finie un peu de manière pas super jolie, et puis je me suis dit mais en fait j'ai plus envie d'être dans quelque chose où je me carapace autant. Enfin, c'était pas lié au fait de me couper de mes émotions, là le souci. Je me suis dit mince, j'ai envie vraiment de pouvoir partager quelque chose à quelqu'un, puis en fait de peut-être construire quelque chose. Et puis là ça fait à peu près je sais pas 7-8 mois que je suis avec quelqu'un où il y avait vraiment, c'est la première fois que je disais
à quelqu'un que j'aimais autre que amical, je t'aime. Puis je me rappelle la première fois où je le dis, c'était vraiment un énorme truc pour moi, parce que je pense que je l'avais déjà ressenti, mais j'avais jamais osé franchir le pas qui pour moi était... J'avais l'impression d'être tellement vulnérable, et en même temps c'était tellement beau en fait, de dire j'accepte d'avoir toutes ces sensations et toutes ces émotions et tout ce qui va avec. Donc là c'est un peu ma première relation, on peut dire, où il y a vraiment des choses qui se construisent, et c'est tellement intéressant en fait de passer à travers ces phases où il y a peut-être l'excitation justement des premiers mois où tu découvres toute la personne, puis en fait après tu te rends compte qu'il y a des petites choses des fois qui te plaisent un peu moins, et puis qu'il y a plein de choses que tu adores et que vous pouvez construire ensemble. En fait c'est vraiment cette idée que vous vous apportez mutuellement, et c'est assez fou en fait, il y a vraiment tout ce qu'on s'apporte l'un et l'autre, et je me rends compte qu'il y a tellement de choses où, même en termes de communication, il me fait tellement réfléchir, parce que je me rends compte que j'arrive des fois juste pas à communiquer ce que je ressens. Réfléchir en termes de communication, Voilà. ça passe comme ça. Exactement, et c'est assez fou en fait tout ce que tu peux découvrir. En tout cas pour moi vraiment l'évolution qui s'est faite, un truc où j'avais extrêmement peur de mes émotions, là de les accepter, d'accepter de ressentir, et puis maintenant d'être dans quelque chose où on essaye vraiment d'évoluer les deux. On parle aussi pas mal de relations libres, etc. Parce qu'il y a la notion de couple qui... C'était aussi un truc qui me faisait super peur, parce que j'adore aller boire des cafés avec des personnes que je rencontre dans le métro. Puis je sais qu'avec mes précédentes relations... Oui. Non mais... Dans le métro. Non mais c'est un exemple. Mais... Le bus, j'aime pas. Que ce soit des personnes que je rencontre un peu partout. J'adore ce truc où tu rencontres des personnes, t'échanges, puis même si tu vois la personne 2 fois, j'adore cette vie et puis cet échange qu'il y a entre 2 personnes. Puis je sais que dans mes précédentes relations... C'est un truc, il s'est jamais rien passé, parce que pour moi c'est très clair les codes moraux que je me suis mis, mais je sais que c'est quelque chose qui n'était pas forcément super bien vu ou bien accepté. Et il y avait un peu ce truc, à chaque fois il me faisait des petites remarques de « Ah ouais, t'as vu un type que tu connaissais pas, t'es allé boire un verre avec lui ?» Puis pour moi ça faisait un peu partie de ma liberté fondamentale. Si ça plaît pas à la personne que je côtoie, ça va pas durer longtemps. Et d'avoir vraiment ce truc où la personne avec qui je suis actuellement a aussi besoin d'avoir ça. Il est alimenté par ses interactions, il est alimenté par d'autres personnes. Puis d'avoir en fait les questions de... En fait, on s'est dit l'un et l'autre, on a envie de créer une relation qui dure longtemps, mais on se voit pas ne plus avoir plus aucune autre relation avec personne d'autre. Parce qu'on est quand même jeune, on a encore plein d'années pour avoir des expériences, pour découvrir des choses. Puis en fait, toute cette question aussi d'une relation libre, mais après ça pose plein de questions par rapport à soi-même, parce que y a quand même les questions de jalousie, de peur que l'autre ne nous aime plus, tout bêtement, s'il rencontre quelqu'un de peut-être mieux que nous. Et puis c'est trop intéressant parce que ça te met face à des problématiques qui sont quand même super, qui touchent des plans super intimes de toi. Et d'avoir ces discussions-là, c'est super riche du coup. Je trouve ça hyper cool comme t'en as parlé, parce que t'as dit moi c'est quelque chose que j'apprécie d'aller parler à d'autres gens, genre comme si c'était pas que dans le couple il faut que tu parles à d'autres gens, mais comme toi c'est ce qui t'alimente, comme je sais pas, moi ce qui m'alimenterait ça serait d'aller grimper, enfin je sais pas, je reviens toujours à ça, j'ai l'impression, mais je sais pas, d'aller faire du vélo, j'ai besoin d'aller faire du vélo, faut que mon partenaire respecte que j'aime aller faire du vélo plusieurs jours par jour, toi c'est ça dans ton couple qu'il faut que l'autre respecte. Et j'aime bien cette vision là, parce que faut changer les codes par rapport à ces couples et ça, je suis entièrement d'accord, mais des fois j'ai des amis qui me disent ouais mais quand même t'aimerais aller voir ailleurs, non mais là tu réprimes, mais c'est en toi. Et je crois que sincèrement pas, parce que je me les suis posé les questions, mais des fois je me dis mais non, mais je dois être aveugle quelque part. Et en fait je crois que sincèrement pas, juste parce que c'est peut-être pas comme ça que je fonctionne. Et j'ai trouvé hyper chouette comme tu l'as formulé, de dire que très personnellement toi c'est comme ça que tu fonctionnes, et que du coup faut que ça soit accepté dans ta relation, parce que c'est hyper essentiel, mais il faut que ce que chacun a besoin soit respecté dans sa relation, mais le besoin c'est pas forcément de parler tout d'arrêter pour moi de mettre un espèce d'emporte-pièce de relation. Une relation ça doit être exclusif. Alors une relation, par exemple si t'as une relation, ça c'est un truc aussi qui m'agace un peu, ce truc de par exemple comme toi en fait c'est justement des fois où on a discuté, où ça m'a sensibilisé, ce truc où certaines personnes disent ah mais si t'as pas envie d'aller voir ailleurs, il y a un truc qui fonctionne pas, d'accepter qu'il y a des couples qui sont trop heureux d'être exclusifs et que ça leur convient, et d'accepter qu'il y a d'autres, qu'on trouve de la richesse dans d'autres choses, mais que c'est cette relation romantique que moi ça me va totalement. Et je crois vraiment sincèrement que pour le romantisme, une personne, je suis vraiment bien avec. Par contre, je pourrais pas du tout voir que cette personne-là, au niveau de l'enrichissement personnel, ça c'est pas du tout. J'ai besoin d'autres personnes. Non, mais genre, j'ai besoin ça c'est clair, besoin d'autres relations, et je sais que lui, totalement aussi. Mais romantiquement, je crois que assez sincèrement, j'ai retourné le problème dans un peu tous les sens. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression que... C'est pas un problème. Hein.
Déjà, tout le monde problème, c'est pas forcément un problème. Oui, c'est vrai, mais j'ai quand même essayé parce que justement, j'écoute des podcasts comme ça, puis elle est là. Mais on s'enferme dans ces trucs et je me dis, ok, alors sors. Parce que parfois, t'es pas obligé. Hein. Non, Ouais, mais c'est important, je trouve. Ça, on en discute avec ta sœur. Elle m'a dit, mais quand même, pose-toi les questions. Peut-être que t'as pas besoin de sortir, mais faut que tu te les poses. Parce que sinon, tu sauras jamais si en fait ça te convenait ou pas. Parce que des fois, tu te dis, est-ce que je suis dans une relation monogame exclusive parce que bah, c'est les normes et tout ça, je suis obligée de le faire parce que je me suis dit, depuis petite, je vois ça, donc je reproduis ça. Ou est-ce que c'est vraiment parce que j'en ai envie? Et c'est trop compliqué parce que dans ce cas-là, bah, toi, t'es très bien dans une relation exclusive, mais c'est la norme dans la société. Du coup, est-ce que t'es vraiment genre... Bon, après, je vais pas me plaindre non plus, hein, j'ai de la chance de me sentir bien dans la norme, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on est en remise en question, et je trouve que même si tu as l'impression que tu te sens bien, c'est important de te poser la question, parce que sinon... Puis j'ai trop de la chance aussi, parce que on était au stade où on se posait la question, et la réflexion a pu... Bon, pas ensemble, je trouve que c'est des réflexions que tu dois te faire plutôt chacun de son côté, mais on a pu quand même en parler ensemble de nos réflexions et tout, sans que l'autre se sentait attaqué, par exemple. Ah, mais t'en penses quoi des relations libres? Quoi? Il n'y a pas eu ce truc de... Mais ça, dans la manière dont vous l'avez réfléchi, je trouve que c'est super intéressant. C'est vraiment ce truc où il y a deux entités, il y a vraiment le toi, le moi, puis il y a le nous. Et de voir que chacun a ses réflexions propres, a son noyau propre. Et des fois, c'est justement compliqué d'avoir le soi, puis des fois, c'est aussi compliqué d'avoir le nous. Il y a certains moments où justement, il y a tous ces trucs où tu apprends à communiquer dans un couple, puis il y a des moments où dans tout ce qui est le nous, tu sais pas trop comment faire, en fait. Tu sais pas forcément toujours trop comment interagir. Puis vraiment de te demander comment est-ce qu'on peut en discuter ensemble. Parce que c'est une relation, en fait, c'est à deux, du coup. Et puis des fois... Et finalement, pour revenir sur votre réflexion sur la dépendance et tout, pour moi, la dépendance, c'est quand il n'y a plus toi et moi et qu'il n'y a que nous, tu vois. Pour moi, c'est ça. Et c'est que c'est pas vraiment que... Ou quand il y a le moi, le nous, mais pas le toi. Oui, voilà, par exemple. Et je pense que c'est aussi quand t'as pas justement des amis ou tu vois d'autres relations qui te nourrissent et que la seule chose qui te nourrit dans ta vie, c'est ta relation. Pour moi, c'est ça une relation qui... C'est peut-être qu'on met derrière le mot dépendance quand on parle de relation, quand on parle de relation dépendante, tu vois. Mais après, je trouve que ça peut vraiment prendre plusieurs formes, parce qu'il y a aussi le truc où je trouve que c'est super facile, si t'as pas forcément beaucoup confiance en toi ou par rapport à qui tu es, de te dire j'ai besoin de cette personne. Et tu sais que t'es entouré par d'autres personnes, etc. Mais tu te vois pas assez de valeur pour te dire que t'arriverais à fonctionner tout seul, alors que tu sais très bien, fondamentalement, oui, tu serais triste si ça s'arrêtait, comme t'as dit elle. Mais un peu cette peur de pas réussir, un peu y arriver tout seul. Et puis pourtant, t'as conscience du fait que t'existes, que t'es à part, qu'il y a deux entités à part, qu'il y a un nous. Mais... Moi, je crois quand même qu'au confinement, il y avait ce truc où je me disais, même face à mes amis, si je suis plus avec lui, il m'apporte tellement que je serai moins bien. Il y a quand même eu ce moment où je me suis dit... Oui, parce qu'il t'apporte autre chose. En plus de la relation amoureuse, il t'apporte autre chose que même en tant qu'ami, il t'apporterait. Et du coup, forcément, c'est difficile de vivre sans. Ouais, parce que même de base, genre vous étiez... Ouais, ça fait 5 ans, ouais, ça fait plus de 6 ans qu'on est potes et tout. Ouais, c'est vrai que peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que après chaque truc est tellement précis, tellement différent que en fait ces schémas de dépendance et des choses comme ça, en fait c'est tellement dur de les appliquer à chaque fois. Ah oui. Si vous avez rapidement une recommandation pour les gens qui écoutent ce podcast, ça peut être un autre podcast, ça peut être un livre, ça peut être une œuvre d'art. Ça peut être ce que vous voulez. Oui, ce que vous voulez. Un truc un peu, une recommandation, quelque chose à lire, à écouter, à regarder, à faire. Je pense qu'il y en a une, de toute façon, on est assez d'accord. Là, les couilles sur la table, c'est vraiment un podcast qui est assez génial. Là. Ouais, sinon, après, ça c'est un roman, ça m'a beaucoup parlé de mon côté. C'est Martin Eden, puis en 2-3 mots, ça parle d'un type qui part de rien, puis qui se rend compte qu'il a vraiment envie d'évoluer et puis de se développer en tant qu'humain, de se développer dans ses réflexions. Donc il n'y a pas tout qui est à suivre dans ce livre, mais dans cette idée en fait de grandir, d'essayer de s'améliorer en tant qu'humain et puis de tendre vers quelque chose. Ça, je trouve que le style est aussi génial de l'auteur. C'est un super beau bouquin. C'est qui? C'est Kundera? Jack London. Kundera, ouais, il est plein. Par contre, certains qui sont trash aussi. Ouais. Ok. Attends, du coup, la question c'était quoi déjà? C'était une recommandation. Une recommandation quelconque. Oh là là. Trop de choses.
Ouais, ouais, avec mon petit avis biaisé en plus. Je sais pas. Mais laisse-toi être biaisé. Go vegan. Pas de propagande. Je suis un livre de Mormon sur moi si vous voulez. Une recommandation. Ouais. Franchement, Je sais pas, j'ai pas ce genre de Regardez tous Cowspiracy et comme ça vous allez tous devenir ouais, voilà, c'est ça, regardez. Ça, c'est pas mal. Du coup, moi, c'est un bouquin que j'ai pas fini. Oula, pardon. Pas fini de le lire. Ça s'appelle La verticale de soi. Et c'est une grimpeuse pro qui parle du fait qu'elle elle a fait beaucoup de compétitions et puis que ça lui correspondait pas forcément énormément. Puis après, elle se tourne plus vers l'escalade où c'est vraiment en fait des aventures, des expéditions comme ça. Et j'aime trop parce que c'est une dimension du sport. Je trouve qu'on met pas toujours beaucoup en avant dans fait ce truc de c'est comme tu disais presque une thérapie ou c'est sa vie en fait. C'est tout elle, c'est tout sur ses parois. Puis elle grimpe avec son futur mari, mais c'est son copain à l'époque du livre, puis il raconte tout ce qu'ils partagent en fait, mais par cette passion commune. Et oui, ils sont un peu tous les deux dans leur univers, mais et je sais pas, c'est magnifique. Puis c'est le début de l'escalade un peu, et c'est vraiment un super beau bouquin. Il y a beaucoup d'introspection et elle vit des choses pas faciles dans sa vie et elle le relie au sport, aux choses, à la passion et tout ça. Du coup, très beau bouquin et très très bien écrit aussi. Et autrement, un bouquin de poèmes, je pense que vous le connaissez, de Rupi Kaur. Ouais. Je trouve que c'est un magnifique bouquin de poèmes où des fois je ressentais des choses et elle l'a écrit. Et vraiment, elle a ce don d'écrire les émotions, mais comme personne. Et j'aime juste, des fois, ouvrir ce bouquin et le soir, je comprends 2-3 trucs sur moi et c'est hyper chouette. Non, mais vraiment, c'est deux manières. Enfin, j'en ai lu 2 en tout cas. Et on peut les relire toujours. Enfin, ces bouquins, ils sont géniaux, quoi. Donc voilà. J'ai trouvé plein d'idées. On est là pour Il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup, que Aurélie m'a fait découvrir, qui s'appelle Natacha Océane. Ah, le sport. Elle fait du sport, de la nutrition, et même juste, elle est incroyable pour tout. Parce qu'elle est londonienne. Non, c'est pas pour ça qu'elle est bien. Elle a vraiment une très bonne vision de toutes les choses, je trouve, parce qu'elle a commencé un doctorat en biophysique. Et du coup, elle a tendance à faire beaucoup de vidéos basées sur la science. Donc, c'est très juste ce qu'elle dit. Elle est très encourageante. C'est une très bonne sportive. Enfin, j'ai rien à redire. En plus, on partage un prénom, c'est très cool. Une autre personne que j'aime beaucoup, c'est Alexandre Astier, qui a fait plein de choses pour Kaamelott, la série télévisée. Et je trouve que ce type est dingue, parce qu'il est hyper inspirant pour moi. Et je vous conseille d'aller un peu... Si vous n'aimez pas Kaamelott, regardez les autres choses qu'il a fait, parce que c'est un scientifique qui a fait une exoconférence sur les exoplanètes, pour lequel il a reçu un prix scientifique. Et sinon, il a des très belles visions de l'éducation, de la musique et tout ça. Donc j'aime beaucoup ce type. Il y avait qui d'autre? J'avais vraiment une liste dans ma tête. Parce que j'avais fait un vision board et j'avais mis plein de personnes qui m'inspirent beaucoup. Et du coup, en fait, les scientifiques en général, je trouve que c'est inspirant pour pas que la science, en fait, pour tout. Et du coup, en général, je trouve que c'est cool de regarder des films qui retracent des vraies histoires, entre autres de scientifiques. Par exemple, mon film préféré, c'est Une merveilleuse histoire du temps. C'est le film avec Stephen Hawking, avec Eddie Redmayne qui joue Stephen Hawking. Et je trouve que c'est un des plus beaux films que j'ai vus, avec The Imitation Game, donc sur Enigma. Bref, c'est 2 films que je vous conseille absolument. Avec Benedict Cumberbatch. Oui, j'adore ce acteur. Je veux dire désolée. J'adore ce film. Et un livre qui s'appelle Why We Sleep. Je ne sais pas si c'est Pourquoi on dort. Je crois que c'est Pourquoi on dort en français. Qui est un livre écrit par un neuroscientifique qui a totalement changé ma vie, parce que du coup, je dors beaucoup plus. Mais tout en connaissant tout ce qui, par rapport au sommeil, de dingue. Et je pense que tout le monde devrait savoir ces choses-là, parce que c'est ultra important. Donc en fait, c'est ça le truc principal que je voulais dire, ce livre. Voilà. Okay. Trop bien. Trop bien, je vais trop le lire. J'ai trop envie de regarder. Ça va me faire me sentir moins coupable de dormir beaucoup. Oui, non, alors vraiment, c'est le truc. En plus, il y a plein de gens qui disent qu'ils arrivent très bien à tenir sur 6 heures, c'est pas vrai. Enfin, on a besoin de dormir, l'homme. Et si jamais il y a un TED Talk qu'il a fait, si vous avez la flemme de lire.
Et du coup, moi, tu m'as fait penser à un livre, ça n'a rien à voir avec ce livre-là, mais du coup, bref. C'est King Kong Theory de Virginie Despentes. En gros, elle était sur les couilles sur la table. Et du coup, Victoire, elle en avait parlé de ce livre et j'étais assez curieuse. On avait parlé pendant les vacances de février, on en avait parlé avec les filles sur la prostitution et sur la légalisation de la prostitution et tout ça. Et au début, j'avais une vision qu'il fallait plutôt abolir la prostitution et tout ça. Et au final, en lisant ce livre et même en me renseignant un petit peu, je me suis dit, j'ai complètement changé d'avis. Et je trouve que c'est ultra intéressant parce que elle s'est déjà prostituée. Et elle a fait plein de choses. Elle a fait du porno, plein de trucs. Et du coup, on a vraiment son point de vue à elle. Et le fait qu'elle était dans ces industries-là, elle peut quand même parler de comment ça se passe derrière. Et j'ai vraiment trouvé ça ultra intéressant. Et voilà, du coup, je recommande ce livre. Et en plus, il est ultra court. Donc, Ah, et pour les relations romantiques, lisez les 5 langages de l'amour. c'est trop bien. C'est déjà quelqu'un qui a recommandé ça. Parce que je l'ai lu. Et en fait, même si peut-être c'est pas le truc où t'as toutes les solutions, parce qu'en soi, s'il y a vraiment des problèmes, la thérapie, c'est bien. Non, mais même pour les relations amicales, ça apporte un truc de réflexion pour mieux te comprendre, toi et les autres. Donc, il est très court aussi. Il va falloir qu'on l'achète. Là, il faut. Il n'est pas cher, il est cher. c'est une série, c'est Sex and the City, je sais pas, vous connaissez sûrement. Oui. Avec Kiripa, tu vois, tout ça. Oui, voilà. Et je trouve ça trop bien comme série. Bref, à chaque fois que je la regarde, ça me pousse à acheter plein d'habits. Du coup, je les achète en fripe pour me sentir moins mal. Mais c'est pas ça. Mais du coup, je trouve que c'était dans les années... fin des années 90 où ça a commencé. Et puis en fait, c'est pas complètement féministe, mais c'est je sais pas, c'est un petit peu un précurseur et du coup, je trouve ça trop intéressant où tu vois les femmes qui vivent leur vie de célibataire à New York et tout. Et je sais pas, je l'ai trouvé trop cool. Et puis, c'est vraiment, je trouve, il y a des bonnes images, de la femme un peu libérée. Du coup, j'aime bien. En parlant de sexualité, la cartographie du plaisir, le bouquin, je sais pas si vous le connaissez, toi je sais que tu connais, c'est le livre que tu avais reçu de... Oui. Ouais, mais le livre s'appelle La cartographie du plaisir, non? Je sais pas si c'est un sous-titre en fait. Je sais pas. Je crois que le titre vraiment cas sur la tranche, c'est Jouissance Club. Ah, je croyais qu'il s'appelait La cartographie du plaisir. Du coup, voilà. Je connais pas le nom du bouquin que je recommande. Tu me donneras le lien. Ok. Parce que toutes les personnes qui j'en parle, je donne ce titre-là. Ils doivent jamais trouver le bouquin. Ok, d'accord, ouais. Voilà, ce bouquin-là est très cool, ouais. Des schémas hyper bien de zones de plaisir et de choses à faire soit pour l'autre. Et il n'y a pas de... Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a aucun genre, en fait. Donc pour les images, bien sûr, il y a les deux sexes. Mais quand elle explique ce qu'on peut faire, elle ne mentionne pas de genre. Et du coup, c'est assez libérateur, donc c'est assez chouette. Puis comme c'est sous format image, tu peux regarder ça tout seul ou à deux. Et puis ça peut aussi être quelque chose de sympa pour communiquer sur le sujet. C'est ça, exactement. Du coup, hyper chouette bouquin. Et elle a un compte Instagram aussi, qui lui s'appelle Jouissance Club. Plus, ouais. Moi je regardais ça. Je ne savais pas qu'elle avait fait un livre. Oui, elle a fait un livre. En fait, tous les dessins qu'elle fait sur Insta, ils sont juste tous là, en fait, complets. Ouais. Trop bien. Top. T'avais encore un? J'ai une deuxième série, mais la deuxième série que je pense, elle s'appelle The Good Place. Oui, elle est très très bien. Je trouve qu'elle est trop longue, mais... la saison 3 est en trop, c'est mon avis personnel. Et on est totalement d'accord. Mais ça fait bien réfléchir et moi, elle m'a fait beaucoup d'émotions. Et ça m'a un peu bouleversée quand même. Surtout la Jamila Jamil, c'est la best. Oui, alors du coup, son compte Instagram qui s'appelle Highway. Très bien aussi. Et c'est un podcast aussi qui est... Ça je ne savais pas. Elle fait un podcast. Ouais, il est génial. Ouais, voilà, une recommandation. Trop de recommandations. Mais en vrai, c'est top. Il y a 8 ans de recommandations. C'est ça. Merci beaucoup. Mais du coup, oui, c'est fini. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était hyper cool. Super intéressant. C'était hyper intéressant. J'ai fait trop de plaisir à vous écouter parler. C'était trop bien. Vous parlez super bien. Ouais, vous exprimez hyper bien. C'était top. C'était hyper intéressant. Non, mais j'ai plein de... Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de A Safe Space. N'hésite pas à nous suivre sur Instagram et sur YouTube.
@e_safe_space. Prends soin de toi.